Quels sont les mécanismes de la dissociation suite à un grand traumatisme? On va aborder dans cette vidéo ce qui est à l'origine d'un psychotraumatisme et puis quels sont les mécanismes qui s'installent de défense, de compensation. Cette information aujourd'hui dans le cadre de mon activité de psychopraticienne professionnelle en relation d'aide, certifiée en plusieurs techniques d'hypnose, donc hypnothérapeute, et dans le cadre de cette activité où j'accompagne et je soutiens beaucoup de personnes ayant expérimenté des psychotraumatismes, souffrant de stress post-traumatique, et d'autres types d'informations mémorielles qui viennent générer un certain nombre de blocages dans leur processus évolutif humain, de dysfonctionnalité, de différents troubles. Et je suis aussi spécialisée dans l'accompagnement des personnes au profil hypersensible ou autrement dit au potentiel qui, de par leur grande sensibilité, peuvent se trouver particulièrement impactés par la qualité d'un certain nombre de mémoires enregistrées dans le subconscient et l'inconscient. Aujourd'hui, pour aborder les mécanismes de la dissociation suite à de grands traumatismes, donc des cas très spécifiques mais qui peuvent malheureusement être assez courants, je m'appuie sur des informations qui sont élaborées à partir des travaux du docteur Muriel Salmona sur les mécanismes psychologiques et neurobiologiques psychotraumatiques. Les conséquences psychotraumatiques des violences, bien les connaître. Et je vous renvoie à la vidéo que j'ai produite il y a un certain nombre de choses sur les violences subies durant l'enfance et leur impact. L'Association française d'intérêt général, mémoire traumatique et victimologie, fondée en 2009 par la psychiatre Muriel Salmona, qui a pour but la formation, l'information et puis la recherche sur les conséquences psychotraumatiques des violences, présente de nombreuses données scientifiques et pratiques utiles aux victimes de violences et aux professionnels et associations les prenant en charge. Vous trouverez ce lien d'information dans la barre d'infos. La légitimité de cette association concernant ce sujet repose entre autres sur une large publication de données scientifiques, notamment générées par l'Institut de sondage Ipsos dont elle a été commanditaire. Il faut savoir qu'il y a une trop grande méconnaissance concernant les modalités et les conséquences de la violence. Une des grandes constatations de ces études est qu'encore aujourd'hui, les conséquences des violences sur les personnes sont largement méconnues, sous-estimées et très peu identifiées. Et cette méconnaissance, elle concerne plusieurs plans, notamment la résonance des violences sur les victimes. Les conséquences sur leur santé psychique et physique sont graves et inscrites dans la durée. Aussi, l'incidence des violences est générateur de vulnérabilité, de précarité et d'exclusion. Ces violences, elles ont un impact sur la scolarité ainsi que sur la vie sociale et professionnelle de la personne. Et puis encore, la tendance à alimenter un cycle de la violence. Au travers de certaines conséquences psychotraumatiques, c'est-à-dire la mémoire traumatique et les conduites dissociantes, eh bien, les violences subies sont le terreau fertile de nouveaux agresseurs qui sont d'anciennes victimes de violences. Or, améliorer l'identification, la protection et la prise en charge des victimes de violences passe inexorablement par une meilleure information du public et par la formation des professionnels impliqués, par une orientation et un accès à des soins spécialisés de qualité notamment.
Et pour lutter contre toutes les violences et améliorer leur prévention, il est fondamental de développer la connaissance et la compréhension des conséquences des violences. Et c'est le but de cette vidéo. Alors, les violences les plus graves, et ça c'est important de le retenir, sont commises par des proches. Une autre constatation de taille, c'est que ces violences, les violences qui ont les conséquences les plus graves, sont celles qui sont le moins identifiées et le moins dépistées. Ce sont les violences commises par des proches, comme les violences familiales, par exemple maltraitance, violence sexuelle incestueuse, violence conjugale, entre autres, les violences institutionnelles et les violences au travail. Les violences s'exercent principalement sur des personnes en situation d'inégalité défavorable, de discrimination et ou de vulnérabilité, comme par exemple les violences sexistes, racistes, sur des personnes handicapées, ou des personnes âgées, ou des personnes malades, sans domicile fixe, sans papier, etc., etc. Et puis il n'y a aucune formation durant le cursus médical général et spécialisé concernant les psychotraumatismes. Au cours des études médicales générales et de spécialité, aucune formation n'est actuellement dispensée sur les conséquences psychotraumatiques des violences et leur prise en charge thérapeutique. Or, elle s'avère indispensable non seulement pour soigner les victimes, mieux les accompagner et les orienter, et puis améliorer leur qualité de vie, mais aussi pour mettre un frein à la perpétuation de ce cycle de la violence. Il est donc indispensable d'informer et de former les médecins et les autres professionnels de santé. Il paraît également nécessaire que tous les professionnels prenant en charge les victimes, travailleurs sociaux, mais aussi intervenants liés à la justice et à la police, reçoivent des informations qui, dans le but de mieux comprendre les victimes, explicitent et éclairent les mécanismes auxquels sont en partie liés précarité, désinsertion sociale, vulnérabilité et risque de délinquance. Il y a beaucoup de victimes qui sont laissées dans l'ignorance des conséquences psychotraumatiques. L'information qui est dispensée aux victimes et puis au grand public, elle reste insuffisante et elle doit être améliorée pour mieux protéger et mieux lutter contre les violences. Pour les victimes, la compréhension des mécanismes neurobiologiques et psychologiques des conséquences des violences, elle est essentielle pour qu'elles puissent comprendre l'origine de leur souffrance et de leurs symptômes, et pour qu'elles puissent être soulagées, déculpabilisées, et pour qu'elles puissent retrouver dignité et espoir, et puissent solliciter un accompagnement thérapeutique pour les aider à surmonter, à reprogrammer un certain nombre de ces informations. Alors on revient à la mémoire traumatique, parce que c'est important. La mémoire traumatique des violences est le symptôme central des troubles psychosomatiques. Elle est produite lors de la mise en place de mécanismes psychiques et neurobiologiques de sauvegarde exceptionnels pour échapper au risque vital que génère le stress extrême déclenché par des violences traumatisantes. Ces violences, en effet, incompréhensibles et impensables, entraînent une effraction et une sidération du psychisme qui ne peut alors contrôler l'activité de la structure sous-corticale responsable de la réponse émotionnelle, l'amygdale cérébrale, ni la sécrétion hormonale de cortisol et d'adrénaline qu'elle déclenche. Or, la quantité croissante sécrétée de ces hormones constitue un risque vital, cardiovasculaire et puis neurologique pour l'organisme. Ça peut endommager effectivement le cœur et le cerveau. Mais face à ce risque, le cerveau il va sécréter à son tour, en urgence, des drogues dures, qui sont de la morphine et de la kétamine, entre autres,
qui font littéralement disjoncter le circuit de l'émotion, en coupant les connexions entre l'amygdale, qui est le système d'alarme, et les autres structures, et en produisant une dissociation. La réponse émotionnelle s'éteint brutalement avec cette dissociation. Et les victimes dissociées décrivent alors un sentiment d'irréalité, voire d'indifférence et d'insensibilité dans la situation, comme si elles avaient été devenues ou comme si elles étaient devenues de simples spectateurs de la situation qu'elles sont en train de vivre, du fait d'une anesthésie émotionnelle et physique liée à la disjonction. La conséquence immédiate est que la mémoire émotionnelle de l'événement ne pourra être encodée par l'hippocampe ni devenir un souvenir autobiographique racontable. Elle restera alors piégée dans l'amygdale, condamnée à rester inaccessible à la conscience. Donc elle ne sera pas conscientisée, mais susceptible de se rallumer lors de n'importe quelle stimulation rappelant les violences subies et faisant alors revivre à la victime les mêmes souffrances physiques et psychiques. La mémoire traumatique est cette mémoire enquistée, semblable à une machine à remonter le temps. Elle menace de s'enclencher à tout moment, de façon incontrôlable. C'est impossible de la contrôler, en plongeant à nouveau la victime au milieu des violences subies et en reproduisant tout ou partie de leur vécu sensoriel et émotionnel. C'est comme une bombe à retardement. Et cette mémoire traumatique qui menace sans cesse d'exploser transforme la vie des victimes en un terrain miné, générant un climat de danger et d'insécurité permanent. Alors la phase 1, suite à la mémoire traumatique, ce sont les conduites de contrôle et d'évitement. Dans un premier temps, les victimes tentent d'empêcher son explosion en évitant tous les stimulus susceptibles de la déclencher. Elles deviennent hypervigilantes et mettent en place des conduites de contrôle et d'évitement de tout leur environnement, de tout ce qui peut rappeler les violences, même inconsciemment, comme un stress, des émotions, des douleurs, des situations imprévues ou inconnues, mais aussi un contexte, une odeur, une voix. Et ça entraîne de nombreuses phobies, un retrait affectif, des troubles du sommeil, une fatigue chronique, des troubles de l'attention et de la concentration qui sont très préjudiciables pour mener à bien une vie personnelle, sociale et professionnelle. Mais les conduites de contrôle et d'évitement sont rarement suffisantes, particulièrement lors de grands changements comme à l'adolescence, lors d'une rencontre amoureuse, à la naissance d'un enfant, lors de l'entrée dans la vie professionnelle, d'une période de chômage ou d'autres moments de vie. Et la mémoire traumatique explose alors fréquemment, traumatisant à nouveau les victimes, en entraînant à nouveau un risque vital, une disjonction encore, une anesthésie émotionnelle à nouveau et une nouvelle mémoire traumatique. Et la phase 2, la deuxième phase, ce sont des conduites dissociantes. Mais rapidement, suite à ce processus, en suivant l'enregistrement de cette mémoire traumatique, eh bien, la disjonction spontanée ne peut plus se faire car il y a un phénomène d'accoutumance aux drogues dures sécrétées par le cerveau lui-même, des drogues endogènes. Un phénomène d'accoutumance à ces drogues dures sécrétées par le cerveau se met en place. C'est-à-dire qu'à quantité égale, les drogues ne font plus effet. Les victimes, elles restent alors bloquées dans une détresse et une sensation de mort imminente intolérable. Il est alors nécessaire pour faire cesser cet état et s'anesthésier enfin d'obtenir coûte que coûte une disjonction
en faisant augmenter la quantité de drogue dissociante. Et ça peut s'obtenir de deux façons, soit en leur ajoutant des drogues exogènes, comme l'alcool ou des substances psychoactives qui sont elles aussi dissociantes, soit en augmentant leur sécrétion endogène, c'est-à-dire de ces drogues générées par le corps lui-même, par le cerveau, par aggravation du stress. Donc dès qu'il y a une intensification à nouveau d'un stress, ça va justement générer cette sécrétion de drogue dure qui va à nouveau générer une disjonction. Donc vous voyez comment l'engrenage va à chaque fois provoquer la situation de quelque chose encore plus facteur de mémoire traumatique pour venir à nouveau générer cette substance qui va venir disjoncter et anesthésier. Donc c'est vraiment comme une drogue exogène, c'est-à-dire qu'on va aller chercher à l'extérieur du corps pour venir pacifier et calmer un stress intense, une réaction intense. Mais là, ça se fait de façon interne. Pour aggraver leur stress, du coup, ces personnes, eh bien, ces victimes, elles se mettent en danger ou elles exercent des violences, le plus souvent contre elles-mêmes, mais un certain nombre d'entre elles vont préférer exercer des violences contre autrui. C'est une façon d'augmenter cette intensité de stress qui va finir par générer ces drogues dures endogènes. En préférant exercer des violences contre autrui, elles vont générer une mémoire traumatique chez de nouvelles victimes et c'est un élément très important. Ces conduites de mise en danger, ces conduites violentes et ces conduites addictives dont les victimes découvrent tôt ou tard l'efficacité sans en comprendre les mécanismes, eh bien, le docteur Salmona les a nommées conduites dissociantes. Ces conduites dissociantes provoquent la disjonction et l'anesthésie émotionnelle recherchée, mais elles rechargent aussi la mémoire traumatique, la rendant toujours plus explosive et rendant les conduites dissociantes toujours plus nécessaires, créant une véritable addiction aux mises en danger et ou à la violence. Ces mécanismes psychotraumatiques permettent de comprendre les conduites paradoxales des victimes et le cycle infernal des violences. Ils sont malheureusement méconnus et les médecins qui ne sont pas formés à la psychotraumatologie ne vont pas relier les symptômes et les troubles des conduites que représentent les victimes aux violences qu'elles ont subies et donc ne pas les traiter spécifiquement. À la place, ils vont utiliser des traitements symptomatiques ou des traitements qui sont en fait dissociants, mais sans le savoir. Et ces traitements, comme par exemple l'enfermement ou la contention ou les camisoles chimiques, au travers de la prise de certains médicaments, l'isolement, les chocs électriques, voire dans certains cas la lobotomie, qui est encore utilisée dans certains pays, mais sont efficaces entre guillemets pour faire disparaître les symptômes les plus gênants et anesthésier les douleurs et les détresses les plus graves, mais aggravent la mémoire traumatique des patients. Donc la violence a la triste capacité de traiter de façon transitoire mais très efficace les conséquences psychotraumatiques, tout en les aggravant. Elle est sa propre cause et son propre antidote, mais à quel prix ? D'où l'importance de bien comprendre ces mécanismes. Si la violence est paralysante et dissociante pour la victime, elle est pour l'auteur un outil de domination et une drogue anesthésiante. La violence est un formidable outil pour soumettre et pour instrumentaliser des victimes dans le but d'obtenir une anesthésie émotionnelle de l'agresseur. Elle devient aussi une usine à fabriquer de nouvelles victimes et de nouvelles violences. Alors en conséquence, eh bien, c'est la mémoire traumatique à l'œuvre. Après une déconnexion
de l'amygdale lors d'un grave traumatisme, par exemple après des agressions sexuelles répétées, le circuit du stress reste hypersensible du fait du piégeage de la mémoire implicite, donc non consciente de l'événement, dans l'amygdale, puisque cette mémoire n'a pas pu être transformée par l'hippocampe en mémoire explicite, autobiographique et contextuelle, donc qu'on est en capacité de raconter. Et cette mémoire reste vive, chargée de l'émotion initiale, mais sans représentation, sans lien par rapport au contexte. En ça, elle n'est pas consciente. Elle est extrêmement sensible et tout stimulus sensoriel, synesthésique, d'accord, en rapport aux sensations corporelles propres de la personne, algique, toute identité de situation va rallumer l'amygdale et recréer une forte réponse émotionnelle qui sera incompréhensible pour le cortex et l'hippocampe qui vont recevoir des messages paradoxaux. Un message du thalamus via le cortex sensoriel et sensitif informant de situations banales, tout va bien, c'est ok, sans danger, et un message émanant de l'amygdale envoyant des informations liées à la mémoire émotionnelle de grands dangers et très angoissantes et qui peut se traduire par des flashbacks, par exemple de la situation vécue, réminiscences qui peuvent être des images, des bruits, des voix, des sensations, des algies, des sensations de douleur, des sensations de gêne particulière dans le corps, des pensées et qui peuvent avoir tout à fait l'allure d'hallucinations visuelles, auditives, synesthésiques, c'est-à-dire des sensations vraiment internes au corps. Dans le cadre de l'exemple choisi d'agression sexuelle répétée, par exemple, les stimuli susceptibles de rallumer l'amygdale peuvent être seul dans une pièce, des sensations corporelles comme ressentir des brûlures urinaires ou une angine par exemple, lors des examens gynécologiques, de sensations ou de situations d'enfermement par exemple. Et puis à l'adolescence, le terrain de la sexualité c'est un véritable terrain miné en fait. Les premiers contacts amoureux peuvent être des déclencheurs puissants. Voici comment fonctionnent ces mécanismes de la dissociation suite à de grands traumatismes.